L'investissement dans le marché des crypto-monnaies est assez communément reconnu comme étant un investissement plutôt de type risqué. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de lister un peu les différents éléments qui font qu'on considère que c'est plutôt un investissement risqué, et puis aussi et surtout de voir comment est-ce qu'on peut venir diminuer ce risque si on décide malgré tout d'investir dans le marché des cryptos. Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui, Florent. Tu es le fondateur et le CEO de Capstella. Ouais, merci Margot de m'accueillir. Effectivement, le marché des cryptos est reconnu comme étant un marché d'investissement à haut risque. Mais comme tout ce qu'on fait dans la vie, en fait, est risqué, plus ou moins, l'objectif, ça va être d'identifier quels sont les risques. Et quand on a identifié les risques, bah, c'est toujours plus facile de le réduire, voire même de le supprimer dans certains cas. Et donc, l'objectif de cet entretien, c'est Oui. effectivement de balayer tous ces risques-là pour aller les réduire, voire les supprimer. Donc, du coup, là, tu viens de dire toi-même, l'idée de balayer tous ces risques, ça sous-entend qu'il y a plusieurs, finalement, types de risques ou catégories de listes. Oui. Est-ce que tu peux, nous en parler un petit peu plus? Et puis, on va voir après, comment est-ce qu'on peut venir, limiter ces différents Ouais. risques? Effectivement, il y a toute une multitude de risques, et encore plus sur le marché des cryptos. Moi, je les classe en trois grandes catégories. Un, le risque patrimonial. Ouais. Deux, il va y avoir les risques liés à la stratégie d'investissement en elle-même. Et en troisième lieu, il va y avoir les risques comportementaux. Et derrière ça, j'entends en fait le fait de faire des erreurs, souvent sous le coup de l'émotion. OK. Du coup, ce que je te propose de faire, c'est peut-être de les prendre tout simplement, dans l'ordre dans lequel tu viens de nous les lister, finalement. Donc de commencer par les fameux risques patrimoniaux. J'ai 2 questions en une. C'est concrètement, c'est quoi un risque patrimonial? Et puis derrière, comment on peut venir justement limiter ce risque patrimonial quand on investit, dans la crypto? OK. Bah, déjà, on va les lister. Alors, moi, j'en vois 3. Le premier, c'est le poids du risque, c'est-à-dire quelle part de l'ensemble de notre patrimoine on va accorder dans l'investissement pour les cryptos. Parce qu'il ne faut pas que ça soit trop important et il ne faut pas non plus que ça soit trop peu, important. Je vais expliquer pourquoi, parce que souvent, en fait, on a tendance à dire qu'il faut être capable de miser quelque chose qu'on est prêt à perdre. Mais ça a pas beaucoup de sens parce qu'en fait, on va jamais investir une somme qu'on est prêt, à perdre. Donc l'idée à retenir, c'est de miser, une somme, qui fait que si elle chute beaucoup, parce qu'on va être, soumis à des fortes fluctuations sur le marché des cryptos, eh bien, ça ne nous impacte pas émotionnellement. Donc l'idée, c'est d'être détaché émotionnellement de, la somme qu'on va engager, mais en même temps pas trop. Parce que si on met une somme qui est trop petite par rapport à l'ensemble de notre patrimoine, eh bien, en fait, on va considérer que c'est pas très important et donc on va pas y faire attention, on va pas le suivre et donc, bah, forcément, il y a des risques qu'on le perde. Et à l'inverse, si on met trop d'argent, y compris si on a un patrimoine qui est trop important, enfin très important et qu'on met une somme qui émotionnellement va nous challenger, bah, en fait, on va avoir peur et c'est souvent sous le coup de l'émotion, de la peur qu'on va aussi faire des erreurs. Et donc, il faut trouver le juste milieu entre une somme qui est assez importante pour se dire: «Bah, je vais quand même m'en occuper», mais une somme qui est pas trop importante pour pas se sentir en fait émotionnellement, pris, là-dedans. OK. Le deuxième point, ça va être de choisir en fait entre le trading et la stratégie qu'on va appeler buy and hold. Parce que c'est vraiment 2 approches différentes dans notre gestion patrimoniale. Si on s'oriente sur du trading, ça veut dire qu'on s'ouvre, à Excuse-moi Florent, je t'interromps juste une demi-seconde. Est-ce que tu peux juste en 2 mots, expliquer rapidement c'est quoi, le trading ouais. et c'est quoi le buy and hold pour les gens qui ne sont pas forcément, peut-être, familiers avec ces 2 Tu raison. Alors le trading, je pense que tout le monde sait, c'est en gros, on essaie d'acheter au plus bas pour revendre au plus haut et on multiplie les transactions comme ça pour faire augmenter, son portefeuille. Mais quand on va, faire ça, dans le trading, on ne va pas investir tout son capital sur, à chaque fois, une transaction. Donc en fait, on va aussi avoir une gestion de son portefeuille pour prendre une petite somme de notre capital global pour aller miser sur tel ou tel crypto. Le buy and hold, c'est vraiment de détenir les cryptos sur du long terme OK. en misant sur le fait qu'elle va prendre de la valeur sur le long terme. Et justement, ces 2 approches qui sont totalement différentes parce que si on est dans du trading, on peut multiplier les transactions, qui sont perdantes et justement arriver à la suppression, enfin à la fin totale du capital qu'on avait prévu initialement. Alors que quand on est dans une logique de buy and hold, c'est-à-dire d'acheter les cryptos et de les détenir sur le long terme, là, c'est quand même mieux d'un point de vue patrimonial parce que même si le marché baisse, on n'a jamais vraiment totalement perdu. C'est comme quand vous achetez un appartement, vous l'achetez par exemple 100 000 euros. Bon, bah, si 6 mois après, le marché de l'immobilier globalement a baissé, il vaut peut-être un peu moins, mais tant que vous ne l'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu d'argent. Et Mmh. après, du coup, ça peut repartir à la hausse. Ouais. Et donc, quand vous êtes en mode buy and hold, en fait, vous détenez toujours les cryptos et donc vous risquez pas en fait une perte totale du capital comme vous pouvez le risquer sur du trading.
Et donc, le deuxième conseil par rapport à ça, donc premier conseil, c'est de bien dimensionner son capital. Deuxième conseil, c'est de détenir les cryptos, ce qu'on appelle sur les comptes spot sur les plateformes. C'est-à-dire, on est vraiment propriétaire des cryptos et on n'est pas en mode aller-retour pour faire des transactions. Ok. Le troisième point important sur la partie des risques patrimoniaux, c'est qui a le contrôle du capital. Parce qu'en fait, vous pouvez investir, par exemple, dans des fonds de placement, et donc vous confiez votre argent à un fonds de placement qui va le faire travailler dans le marché des cryptos, ou vous pouvez le faire travailler vous-même sur votre propre portefeuille personnel. Par rapport à ça, moi, le conseil que j'ai envie de donner, c'est garder le contrôle de votre argent, encore plus sur le monde des cryptos, où encore aujourd'hui, il est assez difficile d'identifier des acteurs qui vont être pérennes dans le temps. Donc, j'ai envie de vous dire, gardez votre argent soit sur une clé Ledger, soit sur un compte Binance ou une plateforme. Donc ça, merci. On vient déjà d'avoir une bonne overview de tout ce qui concerne les risques patrimoniaux. Tout à l'heure, tu en as cité un deuxième, c'est maintenant tout ce qui sont, tu as parlé des risques qui étaient liés à la stratégie d'investissement elle-même. Oui. Est-ce que là-dessus, tu peux un peu étoffer? Et puis là, de la même manière, la question en deux parties, c'est qu'est-ce que tu entends par ça? Et puis, comment venir limiter ces risques-là? Ouais, alors, les risques liés à la stratégie, c'est pour moi le plus important, parce que c'est comment on va faire travailler l'argent. Pour moi, le principal risque, et vraiment le risque que je retrouve le plus communément, et je suis d'ailleurs assez abasourdi de voir que les investisseurs se lancent sur le marché des cryptos en n'ayant pas conscience de ce risque-là, c'est le fait de ne pas avoir de stratégie, en fait. Et une stratégie, c'est quoi? En fait, c'est d'être capable clairement d'avoir des critères précis pour identifier les cryptos dans lesquels investir. Ouais. Souvent, les gens investissent parce qu'ils ont entendu parler de tel ou tel crypto par rapport à tel ou tel média auquel ils apportent une confiance. Mais voilà, mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, une crypto a un potentiel et dans 3 mois, 6 mois, elle aura la même. Donc voilà, donc les gens n'ont pas de critères en fait. Ensuite, une fois qu'on sait dans quel est le critère de choix d'une crypto, bah, c'est dans quelle proportion je vais investir de mon capital sur cette crypto. Il ne faut pas mettre 100% de mon capital. Et imaginons que j'ai 10 000 euros à accorder aux cryptos, je ne vais pas mettre 10 000 euros sur une seule crypto. Donc, comment je répartis mon capital en fonction des différentes cryptos dans lesquelles je veux investir? Ensuite, la troisième question, bah, c'est de savoir quand c'est le bon moment pour acheter la crypto. C'est-à-dire, est-ce que la crypto, même si elle est intéressante, est-ce que sa valeur aujourd'hui, elle est intéressante, elle me permet d'envisager une plus-value sur le long terme? Et la quatrième, souvent quand je demande aux gens, est-ce qu'ils ont déjà investi dans la crypto? Ils disent, bah, pour ceux qui quand je m'adresse à un public, qui a déjà investi, bah, forcément ils disent oui. Mais quand je leur pose la question: «Est-ce que vous savez quand est-ce que vous allez les revendre?» Souvent, il y a beaucoup de mains qui se baissent. Et donc du coup, ça, c'est un truc aussi qui est, assez particulier, c'est que les gens n'ont aucune notion de savoir à quel moment ils peuvent prendre leur plus-value. Et donc, s'ils n'ont pas un critère précis pour définir quel est le meilleur moment pour revendre, bah, en fait, ils vont laisser le marché faire et ensuite, ça va être leurs émotions qui vont les guider et une fois de plus, ces émotions sont rarement bonnes conseillères quand il s'agit d'investissement. Donc mine de rien, de ce que tu viens de nous dire, ça fait quand même, pas mal d'éléments à prendre en considération. Oui. Est-ce que du coup, tu peux aller finalement là maintenant un peu plus loin et peut-être rentrer plus dans le détail de par rapport à ça, c'est quoi du coup la stratégie d'investissement finalement, de Capstellar? Et en quoi toi, tu, identifies que c'est finalement une stratégie qui est moins risquée que peuvent l'être d'autres stratégies? Ouais, bah, simplement, donc voilà, je vous ai expliqué en quoi consistait d'avoir une stratégie. C'est un, savoir dans quelle crypto investir, savoir quelle proportion accorder à chacune des cryptos. Trois, savoir quand l'acheter, savoir quand la revendre. Mmh. Bah, forcément, la stratégie Capsella répond à tous ces critères. La première des choses, c'est que nous, pour choisir les cryptos, on va prendre un indicateur qui est très simple, c'est la valeur capitalistique. Oui. C'est-à-dire le nombre de tokens qui sont en circulation multiplié par la valeur du token. Donc le nombre de bitcoins en circulation multiplié par la valeur du bitcoin, par exemple, pour définir la valeur capitalistique du bitcoin. Et on va prendre les 30 premières du marché. Donc on va prendre les meilleurs cryptos par rapport à leur valeur capitalistique. Donc, c'est comme si, en fait, on investissait dans le CAC 40 des cryptos, sauf qu'il n'y en a pas 40, il y en Il y en a a 30. 30. Ouais. Voilà, d'accord. Mmh. Donc, ça, c'est le critère. Le deuxième critère, c'est la proportion qu'on va accorder. Donc, nous, on a défini que la proportion qui était optimale, c'était la racine carrée de la capitalisation de marché. Donc, je vais rentrer un petit peu dans le détail. Souvent, ce qu'on va dire, c'est qu'on va avoir une proportion qui va être linéaire. Donc, si on investit dans le top 30, ben, on va accorder 3,33% du portefeuille à chacune des cryptos. Donc, si on a un portefeuille de 3 000 euros, on va dire, je vais acheter 100 euros de chacune des cryptos. Le problème, c'est que comme dans le top 30, il y a des cryptos qui ont des fortes variations, en fait, notre portefeuille va avoir des hauts, des bas. Ça va être vraiment les montagnes russes. Et quand on est un investisseur qui investit en bon père de famille, bah, on va être plutôt frileux par rapport à cette situation. Donc, on va éviter cette proportion-là.
La deuxième proportion, c'est de dire, en fait, on va accorder dans notre portefeuille le poids que la crypto a sur le marché. Donc, du coup, d'être 100% corrélé au poids des cryptos dans le marché. Le problème, c'est que si on fait ça, en fait, le Bitcoin plus l'Ethereum, qui sont les deux plus grosses cryptos du marché, à elles deux concentrent 75% de la valeur capitalistique de l'ensemble du marché des cryptos. Et donc, c'est quand même dommage d'investir dans le top 30 pour aller rechercher la dynamique des plus petites cryptos et finalement d'avoir les trois quarts de notre capital qui est concentré sur deux cryptos. Et donc, c'est pour ça qu'on va prendre, nous, la racine carrée, parce que la racine carrée, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est un petit peu le Robin des Bois des mathématiques. Ça vole aux riches pour redonner aux pauvres. D'accord. Et donc, en gros, si vous prenez un exemple tout bête, vous prenez une crypto qui est à 16 euros, une crypto qui est à 9 euros, 16 et 9, les deux sont assez éloignés. Maintenant, si on prend la racine carrée de 16 et la racine carrée de 9, on obtient 4 et 3. Donc, juste en ayant pris la racine carrée d'un même élément, mais on se rend compte que ça les a rapprochés. Et donc, avec ça, en fait, on a une répartition qui est beaucoup plus, on va dire, qui redistribue du pouvoir aux petites cryptos, tout en gardant une certaine corrélation avec le marché. Maintenant, quand est-ce qu'on va acheter les cryptos? Oui. Nous, en fait, on va aller chercher des dynamiques, c'est-à-dire des tendances haussières. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir notre mesure de la valeur des 30 cryptos. Donc, ça va nous donner une courbe. Et on va suivre, en fait, ce qu'on appelle les moyennes mobiles. Donc, c'est des indicateurs financiers qui sont très classiques sur le marché boursier. Et on va s'assurer et on va rentrer dans le marché quand les 14 derniers jours seront meilleurs que les 50 derniers jours. Ça, pour nous, ça sera un indicateur qu'il y a une poussée, une évolution positive du marché. Et maintenant, la dernière question, c'est de savoir quand est-ce qu'on va revendre. Eh bien, en fait, nous, on va éviter les fortes périodes de chute. Donc, on va mettre en place ce qu'on peut appeler un stop loss. Et en gros, on va suivre la performance du marché. Et si le marché décroche de plus que 15% par rapport à son dernier plus haut connu, eh bien, on considère qu'il y a un risque trop important pour qu'il continue à chuter. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on sort. Et c'est comme ça qu'en fait, on va profiter de la performance du marché sur le long terme, tout en évitant les fortes chutes, parce que au-delà de 15%, pour nous, on s'arrête là et on attend que de nouveau il y ait une tendance haussière qui se redessine pour de nouveau rentrer dans le marché. D'accord. Mais alors du coup, est-ce que si on applique ta stratégie à la lettre finalement, Ouais. est-ce qu'on est sûr d'être gagnant quelque part, ou est-ce que malgré tout le risque de perdre est encore existant? Oui. Alors, là, du coup, on rentre dans Là, oui, la troisième catégorie de risque dont tu parlais, qui est... c'est les risques comportementaux. En fait, donc, ce que je viens d'expliquer, finalement, c'est assez simple, puisqu'on a des critères précis à suivre. Oui. Sauf que quand on est confronté à la réalité, eh bien, c'est pas si simple. Parce qu'en fait, il y a effectivement les émotions et c'est assez hallucinant de voir que le marché des cryptos a cette capacité à happer l'attention des gens. Et voilà, parce qu'en fait, ça monte, ça descend, et donc les gens sont vraiment pris émotionnellement. Il y a 3 types de risques liés aux émotions. C'est le FOMO. Donc le FOMO, c'est le fait de rentrer dans le marché quand tout le monde en parle. Fear of missing out. C'est ça, la peur de manquer une opportunité, de passer à côté d'une opportunité. Et donc, souvent, en fait, c'est quand tout le monde va parler des cryptos qu'on va rentrer dans le marché, alors que souvent, on sera sur une pointe de bulle et que c'est le pire moment pour y rentrer. Le deuxième, c'est le FUD. Le FUD, c'est le contraire, c'est avoir peur, en fait, d'être dans le doute et de voir le marché partir très bas et là, de se dire: «Oh là là», d'imaginer le pire et du coup de sortir alors qu'en fait, ça serait la période où il faudrait justement réinvestir et donc voilà, on va sortir. Et le troisième risque que moi, je vois par rapport à ce que je constate sur l'ensemble des investisseurs qu'on accompagne, c'est l'impatience. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, les gens, ils disent: «Ah bon, j'ai que 15% de performance, ça va pas assez vite, je pars». Alors que 15% en 6 mois, c'est déjà exceptionnel. Bien sûr. Les gens perdent la notion de la réalité avec le marché des cryptos parce qu'une fois de plus, c'est un marché voilà, qui va appeler l'attention, qui va générer des comportements assez étranges par rapport à ça. Voilà les 3 grands risques à identifier par rapport à ça. Et du coup, comment est-ce que d'après toi, on fait pour remédier, éviter en fait ce phénomène de surréaction dont tu parles et qui est assez propre finalement au marché des cryptos, qu'on retrouve pas ailleurs en fait? Ouais, la meilleure des choses, ça serait en fait, de se couper du marché. J'avais pris à un moment donné les emojis des singes qui se bouchent les oreilles, Oui, se ferment les yeux ouais, d'accord, oui. pour rester vraiment isolé. Mais sauf que ça, c'est extrêmement difficile. La première des choses, je pense, c'est déjà de suivre ce genre de vidéos
pour en fait augmenter son niveau d'information sur le sujet. Augmenter son niveau d'information sur la technologie elle-même de la crypto pour faire confiance à la technologie, de comprendre ce qu'il y a derrière parce que plus on comprend et plus en fait on fait confiance sur le marché et du coup sur le développement à long terme. Le deuxième, c'est en fait, c'est d'avoir une vision qui est long terme. Et donc, à partir du moment où on choisit d'avoir une vision qui est long terme avec un objectif long terme, du coup, ça tombe sous le sens que les analyses à court terme n'ont aucun sens. Et donc, de rester dans cette logique-là. Et la troisième, en fait, c'est d'être discipliné. Et du coup, la meilleure des façons pour être discipliné, c'est de rentrer dans une logique d'automatisation pour ne pas soi-même en fait être confronté à la nécessité de faire les transactions. OK. Du coup, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je pense que là déjà, grâce à cet échange, on a fait quand même un large tour d'horizon de tous les différents, risques qui sont liés au marché de la crypto. Tu en as cité 3. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour, conclure cet échange et aller peut-être encore plus loin, sur cette histoire de risque et d'investissement crypto? Ouais, le marché crypto est perçu comme risqué. Effectivement, on a ici des risques qui nous montrent qu'effectivement, c'est réel. Maintenant, on les a identifiés, on est capable de les supprimer et d'y remédier. Et j'ai envie de dire, dans la vie de tous les jours, on traverse la route alors que, notamment, on prend le risque de se faire écraser. Mais on sait identifier que potentiellement, il y a une voiture qui vient à droite, une voiture qui vient à gauche, des vélos, des trottinettes maintenant, de plus en plus. Donc, on connaît tous ces risques-là et du coup, on cherche, on les identifie et s'ils sont présents, on fait attention. Et bien, du coup, là, l'idée, c'est de faire la même chose sur le marché des cryptos. Nous, depuis l'origine, c'est dans l'ADN de Castella, justement, de supprimer tous les risques possibles. Et c'est pour ça qu'on a mis en place cette stratégie-là. C'est pour ça aussi qu'on a mis en place cette automatisation avec le logiciel pour pouvoir justement appliquer la stratégie sans avoir à s'en soucier. Le deuxième point que j'aimerais mentionner, c'est qu'en fait, quand on va imaginer les risques liés au marché de la crypto, on va oublier les risques liés à l'inaction. Et en fait, il faut savoir qu'il y a des milliards et des milliards d'argent qui sont bloqués aujourd'hui sur des livrets A. Mmh. Et les gens ne voient pas en fait qu'aujourd'hui, l'inflation a pris une part tellement importante que le livret A ne permet même pas de couvrir en fait le coût de l'inflation. Et donc, il y a aussi le coût de l'inaction et le risque de l'inaction qui fait que en fait, les gens perdent de l'argent chaque mois Ne qui rien faire. passe à ne rien faire. Et le dernier point que j'aimerais dire en conclusion, c'est de dire oui, effectivement, il y a de fortes fluctuations sur le marché des cryptos, à la baisse comme à la hausse. Oui. Donc, on est très content qu'il y en ait à la hausse et du coup, on est un peu moins content quand il y en a à la baisse. Mais du coup, ça fait partie du jeu. Du jeu. Il n'y en aurait pas autant à la hausse s'il n'y en avait pas autant à la baisse. Mais moi, ce que j'aime dans cet investissement-là, en fait, c'est qu'il y a une asymétrie de risque. C'est-à-dire que, par exemple, si on investit 5 000 euros, oui, effectivement, on met sur la table 5 000 euros sur lequel on prend un risque, même si on a dit qu'on pouvait réduire ce risque-là. Mais en même temps, le potentiel de gain à faire travailler sur ce capital-là, il est tellement important qu'on peut démultiplier en fait ce capital-là. Et donc, c'est quoi le risque des 5 000 euros que j'ai mis au départ par rapport au risque positif Oui. de démultiplier ce capital? Mais il y a les abonnés qui sont chez nous depuis 2 ans et demi, 3 ans, ont multiplié leur capital par 2,5, par 3. Donc, quel est le risque de la mise initiale quand on voit en fait le Potentiel. potentiel des gains et le risque inverse, le risque positif qu'on prend à sortir gagnant avec cette stratégie-là. Donc ça, pour moi, c'est aussi un point que les gens oublient souvent, c'est le potentiel de gain par rapport au faible investissement de départ, Mmh. justement lié à cette capacité à ce marché-là à démultiplier le capital et avoir une forte performance. Tout à fait. Écoute Florent, je te remercie. Je pense qu'on a assez, bien répondu à l'ensemble des questions concernant le risque sur le marché de la crypto et puis je te dis, à bientôt et merci encore. Merci à toi.